Bonjour tout le monde. Voici aujourd'hui, on va voir un cours qui concerne les anticoagulants, les antiagrégants et le thrombolytique. Et j'ai enchaîné ce cours-là spécialement avec le cours du syndrome coronarien aigu. Vous avez vu, on a vu la fois passée le syndrome coronarien aigu. Et on a vu que la physiopathologie principale du syndrome coronarien aigu, c'est bien la rupture du plaque. Et la rupture du plaque, elle entraîne automatiquement une activation de la cascade de la coagulation d'une part et elle entraîne également une agrégation plaquettaire d'autre part pour aboutir à quoi? Aboutir à la formation d'un caillot sanguin qui va occlure l'artère coronaire. Donc, quelqu'un qui va se présenter chez nous avec un syndrome coronarien aigu, la première des choses, c'est que il faut voir est-ce que c'est un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment resté. Et là, non seulement il faut donner des médicaments pour lutter contre la coagulation, des médicaments pour lutter contre l'agrégation plaquettaire, mais il faut donner même des médicaments qui vont dissoudre le caillou. Et s'il s'agit d'un syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST, ça suppose que l'artère n'est pas complètement occluse. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de médicaments pour dissoudre le caillou, mais on a plutôt besoin des médicaments qui vont empêcher la coagulation et empêcher l'agrégation plaquettaire pour empêcher la progression et l'augmentation en volume du caillot sanguin qui peut aboutir à une occlusion totale et le syndrome coronarien aigu sans ce décalage du segment ST. Si on ne le traite pas, si on ne se précipite pas, si on ne donne pas des médicaments qui vont empêcher la coagulation, si on ne va pas donner des médicaments qui vont empêcher l'agrégation, il va aboutir automatiquement à l'occlusion totale et le syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST. Vous savez qu'auparavant, on n'appelle pas syndrome coronarien aigu avec sus-décalage. On appelle directement infarctus. Parce qu'on sait que l'occlusion d'une artère va aboutir à la nécrose. Et ça s'appelle l'infarctus du myocarde. C'est d'ailleurs le vocabulaire utilisé par la population générale. Il vous dit, j'ai fait un infarctus. Donc, aujourd'hui, on va commencer par les médicaments qui vont empêcher l'augmentation du volume du caillou sanguin s'il y a une rupture de la plaque. Et bien entendu, il n'y a pas que le syndrome coronarien aigu. Moi, je fais exprès de vous donner ce cours-là après le syndrome coronarien aigu. Parce que c'est la pathologie qu'on traite souvent, c'est la pathologie la plus fréquente. Mais vous allez voir que les anticoagulants, ils ont plusieurs indications, de même que pour les antiagrégants. Et de même pour les thrombolytiques. Alors, c'est quoi les anticoagulants? Les anticoagulants, ce sont des médicaments qui agissent au niveau de la coagulation, et en particulier au niveau de la thrombine et du facteur 10, pour empêcher la coagulation du sang ou bien son extension. Ça ne veut pas dire que ce médicament-là, il va dissoudre le caillou. Non, le caillou, il s'est formé, il est là. Mais si on donne les anticoagulants, on va empêcher l'augmentation de ce caillou. On va empêcher son extension. Et après, si on va empêcher son extension, il y a dans notre corps ce qu'on appelle la fibrinolyse physiologique. On a tous la fibrinolyse physiologique qui empêche le sang le caillot de se former. Cette fibrinolyse physiologique, elle va agir sur le petit caillou, elle va le dissoudre. L'essentiel, nous, quand on donne les anticoagulants, c'est d'empêcher ce caillot sanguin d'augmenter le volume. On n'empêche pas, on ne va pas dissoudre le caillou, mais on va empêcher la formation du caillou. Mais une fois formé, ce n'est pas les anticoagulants. Les anticoagulants sont là pour empêcher son extension et son augmentation de volume. D'accord? Celui qui va faire la dissolution du caillou sanguin, c'est la fibrinolyse. Et vous allez voir que chez nous, l'être humain, il y a la fibrinolyse physiologique. Et puis, s'il n'y a pas la fibrinolyse physiologique, elle n'arrive pas à agir, il y a les fibrinolytiques qu'on donne
de façon exogène. C'est les thrombolytiques qu'on va voir comme cours aujourd'hui. Donc, l'on donne ces médicaments-là et qui vont agir principalement au niveau de la thrombine et au niveau du facteur 10. J'ai fait exprès de vous montrer un peu ce schéma-là. Je ne sais pas, vous avez fait ça peut-être en hémato ou bien en physiologie, en deuxième année, on fait la cascade de la coagulation. La cascade de la coagulation, elle a besoin de plusieurs facteurs. Commençons par le facteur, par exemple, 12. Et le facteur 12 qui va agir sur le facteur 11, le facteur 11 qui va agir sur le facteur 9, et le facteur 9 qui va agir sur le facteur 10 en association avec le facteur 5 ou 7. Et puis, à la fin, tous ces facteurs-là, l'un qui active l'autre, c'est une cascade. Ils vont aboutir à transformer la prothrombine en thrombine, qui est le facteur 2, qui devient facteur 2A. C'est activé. Et la thrombine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va transformer le fibrinogène en fibrine. Et la fibrine, elle sert à quoi? Elle sert à former le caillot sanguin. Donc, nous, quand on donne les anticoagulants, c'est pour empêcher quelque part la formation de ce fibrinogène-là en fibrine. Alors, les anticoagulants, quel est leur rôle en fait? C'est là, c'est bien sûr le rappel que je viens de faire. Il y a deux grandes classes. Comment vont agir ces anticoagulants? Il y a deux grandes classes. Il y a les héparines, il y a les antivitamines K. Les héparines, de façon générale, c'est quoi les héparines? Alors, les héparines, c'est une chaîne. D'abord, on va commencer par l'héparine non fractionnée, la grande chaîne. L'héparine que vous connaissez, l'héparine sodique que vous connaissez qu'on donne parfois intraveineuse par seringue électrique. C'est une chaîne polysaccharidique de haut poids moléculaire et elle se lie à l'antithrombine 3 pour augmenter son effet inhibiteur sur les facteurs de la coagulation, essentiellement le facteur 10A et 2A. Je reviens ici. Voici où est-ce qu'elle va se fixer l'héparine. Vous voyez ici, l'antithrombine 3. L'antithrombine 3, elle inhibe la formation du facteur 10A. Et elle va également empêcher la formation du fibrinogène et sa transformation en fibrine. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait avec l'héparine? L'héparine, elle va se fixer à cette antithrombine 3 et elle va augmenter son effet. En augmentant son effet, bien entendu, ça va inhiber la formation du facteur 10A et ça va inhiber la formation du facteur 2A qui est la thrombine. Donc, bien sûr, la thrombine, c'est elle qui transforme le fibrinogène en fibrine. Donc, vous voyez très bien, comme je viens de l'expliquer ici, que l'héparine, elle ne fait rien. L'héparine, c'est une chaîne polysaccharidique de haut poids moléculaire qui va se lier à l'antithrombine 3 et elle va augmenter, ou elle va la potentialiser, elle va augmenter son effet inhibiteur sur les facteurs de la coagulation, comme je viens de vous montrer maintenant sur le schéma, sur le facteur 10A et sur le facteur 2A. Donc, l'héparine n'a donc aucune action directe sur les facteurs de la coagulation. Elle agit seulement sur l'antithrombine 3 qui existe à l'état physiologique, mais là, on va juste la potentialiser avec l'héparine. L'héparine non fractionnée s'administre uniquement par voie intraveineuse ou sous-cutanée. L'héparine non fractionnée, c'est l'héparine sodique que vous connaissez. Elle se trouve sous forme de ampoules de 25 000, de 5 000. On l'utilise dans la seringue électrique. Où elle existe également sous forme sous-cutanée, c'est la calcifarine, si vous connaissez la calcifarine. Donc, c'est la forme qu'on peut injecter pour les malades, soit par sous-cutanée, c'est la calcifarine, ou bien l'héparine sodique directement par voie intraveineuse dans la seringue électrique. Quelles sont les indications de l'héparine non fractionnée? Alors, bien entendu,
savez que l'héparine non fractionnée ou l'héparine de haut poids moléculaire ou l'héparine avec une longue chaîne polysaccharidique, c'est une héparine que quand on donne, on doit surveiller son effet. On doit savoir si elle est efficace ou pas. Et généralement, on fait ça grâce à ce qu'on appelle le taux de céphalocardia activé, TCA. Donc, quand on la donne, c'est pas aussi facile. Il faut surveiller. Parce que si vous donnez une dose importante, vous risquez de provoquer un syndrome hémorragique pour le malade. D'accord? Parce qu'après tout, ce sont des médicaments qui empêchent la coagulation. S'il y a juste une petite lésion au niveau de la peau, au niveau de la gencive, au niveau de la vessie, il risque de vous faire une hématurie, des gingivorragies, du n'importe. D'accord? Donc, il faut faire très attention. Mais ces héparines de haut poids moléculaire gardent leurs indications principales. Quelqu'un qui vous fait un syndrome coronarien aigu, et quand vous faites le bilan, vous trouverez que c'est un insuffisance rénale. Vous n'avez pas le droit de lui donner l'héparine de bas poids moléculaire qu'on va voir après. Il faut lui donner l'héparine de haut poids moléculaire, cette héparine-là non fractionnée, soit par seringue électrique ou la cassiparine. Quelqu'un qui a une valve cardiaque mécanique et vous l'hospitalisez parce que vous voulez lui faire une chirurgie, parce que généralement les malades qui sont porteurs de valve, on va les mettre sous syndrome, sous antivitamine K qu'on va voir par la suite. Maintenant, si jamais ce malade-là, il pose un problème et je dois l'opérer pour une raison, je dois arrêter les antivitamines K qui ont une longue vie et je dois mettre l'héparine sodique en route. Les malades qui ont une fibrillation auriculaire également, je dois mettre de l'héparine sodique. Et les situations qui engagent le pronostic vital, l'embolie pulmonaire avec choc cardiogénique ou syndrome coronarien aigu avec choc cardiogénique. Ça, c'est les indications principales de l'héparine non fractionnée, qui est l'héparine à haut poids moléculaire, qui est l'héparine avec une longue chaîne polysaccharidique. Parce que vous allez voir que maintenant, il y a ce qu'on appelle l'héparine de bas poids moléculaire, tout le monde utilise. Et que c'est facile à utiliser. Donc, on a cette héparine-là. Cette héparine, mais attention, je ne peux pas utiliser la bas poids moléculaire pour l'insuffisance rénale. Je ne peux pas utiliser la bas poids moléculaire pour la valve mécanique. Je ne peux pas utiliser la bas poids moléculaire pour la fibrillation auriculaire. Je ne peux pas utiliser non plus la bas poids moléculaire pour l'embolie pulmonaire avec choc cardiogénique ou avec syndrome coronarien aigu avec choc cardiogénique. Les indications à forte dose. Si le malade présente une thrombose veineuse profonde, la thrombose veineuse profonde, c'est quand vous avez un caillot sanguin qui siège au niveau de la veine. La valve mécanique avec implantation ou relais des antivitamines K, l'embolie pulmonaire, l'ischémie aiguë du membre, le syndrome coronarien aigu et la fibrillation auriculaire. Ça, ce sont des indications où il faut vraiment mettre l'héparine sodique à forte dose. Quelles sont les principales contre-indications? L'allergie. Quelqu'un qui est allergique à l'héparine. Vous ne pouvez pas lui donner de l'héparine. Quelqu'un qui a des antécédents de thrombophilie immuno-allergique à l'héparine. Il vous dit chaque fois qu'il me met de l'héparine, surtout les malades qui sont tout le temps hospitalisés, je fais une thrombopénie sévère, donc vous ne pouvez pas lui donner de l'héparine. Les troubles de la coagulation. Quelqu'un qui a déjà une thrombopathie sévère, il risque de saigner. Il ne faut pas exposer votre malade à l'hémorragie. Les situations à risque hémorragique accru. Quelqu'un qui vient d'être opéré, par exemple. Et les endocardites infectieuses, sauf en cas de valve cardiaque mécanique. Parce que les endocardites infectieuses, il y a déjà la végétation. Et cette végétation, il n'y a pas que les bactéries, il n'y a pas que le germe. Il y a également la fibrine et les produits de coagulation, les produits de coagulation. Donc, si jamais vous donnez de l'anticoagulation, elle peut se fragmenter. Avec le temps, elle va se fragmenter parce que c'est la fibrinolyse physiologique qui va l'aider à se fragmenter. Et puis, vous allez avoir, vous avez vu l'endocardite infectieuse et vous avez vu hier que l'une des complications
redoutable de l'endocardite infectieuse, c'est les anévrismes mycotiques. C'est qu'on peut avoir une greffe au niveau des artères, des vaisseaux, et les anévrismes mycotiques, c'est l'une des complications de l'endocardite infectieuse. Vous vous rappelez? Alors, bien sûr, les réactions indésirables, quelqu'un qui peut vous faire une thrombopénie, un effet hématologique, réaction d'hypersensibilité, urticaire, etc. Il peut même faire un œdème de Quick, il peut faire un syndrome hémorragique. D'accord? Épistaxie, gingivorragie, rectorragie, purpura, hémorragie, même intracrânienne. Attention. Donc, il ne faut pas le. Maintenant, on surveille par quoi? Comme je vous ai dit, on surveille par le temps de céphalophrène activé qui reflète l'activité anti-2A de l'héparine, mais pas l'activité antidistale. Le TCA doit être mesuré 6 heures après l'initiation du traitement ou après un changement de dose. Mais on doit respecter 6 heures pour faire le dosage. Il doit être, pour qu'il soit efficace, il faut être 2 fois le témoin ou plus. C'est-à-dire qu'on prend on prend le sang et on voit ce sang-là, il se coagule dans combien de temps? Le sang dont le malade a reçu l'héparine. Et le sang témoin. Le sang témoin, il se coagule rapidement. Il n'a pas reçu de l'héparine. Et le sang qui a reçu de l'héparine, il est allongé pour qu'il se coagule. S'il prend le temps pour se coaguler, eh bien, on est efficace. Plus de 2 fois, on est efficace. D'accord? C'est ça le temps de coagulation. C'est-à-dire, le sang témoin, il se coagule rapidement parce qu'il n'y a pas d'héparine. Par contre, quand on met de l'héparine, le sang du malade ne se coagule pas rapidement. S'il se coagule rapidement, ça veut dire qu'on n'est pas efficace, il faut augmenter les doses. Il faut toujours être à 2 fois le témoin. D'accord? Alors, un mec qui reçoit de l'héparine, et ça, je le répète et je le dis, il faut toujours faire une surveillance de la numération sanguine, la formule de numération sanguine, au moins 2 fois par semaine. Pourquoi? Parce qu'en recevant l'héparine, il risque de faire une thrombopénie. Donc, on doit avoir toujours l'œil sur les plaquettes. Si les plaquettes vont commencer à baisser, il faut faire très attention. Votre malade, il fait une complication de l'héparine. Et de préférence, l'héparinothérapie, de préférence, pas plus de 10 jours. Après 10 jours, on risque de faire une thrombopénie sévère pour le malade. Sauf qu'on est dans l'obligation. Maintenant, l'héparine de bas poids moléculaire. C'est la même héparine, en fait. Le mode d'action est le même. C'est sa définition même. C'est qu'elle est de faible poids moléculaire. Pourquoi? C'est par rapport à sa chaîne polysaccharide. Et la demi-vie des héparines de bas poids moléculaire, elle est longue. C'est-à-dire, au lieu de donner de l'héparine sodique par seringue électrique, vous pouvez donner de l'héparine de bas poids moléculaire à 2 injections par jour, telles que par exemple le Lovenox, ou parfois même une seule dose, telles que par exemple les INOF. L'INOF, vous pouvez donner une seule injection par jour. Et ça va tenir les 24 heures. La demi-vie, elle est très longue. C'est-à-dire, son action est là. Elle est présente. L'héparine, quand vous voulez opérer un malade, si vous passez en tant que stagiaire dans les services, quand on veut opérer un malade qui nécessite des anticoagulants, on lui donne de l'héparine sodique par seringue électrique. Le chirurgien, il va vous dire, moi, je vais opérer le malade dans 1 heure de temps. 1 heure de temps, vous pouvez arrêter l'héparine, c'est bon. Son effet, il va disparaître, tu peux l'opérer rapidement. Par contre, si vous allez le mettre sous héparine de bas poids moléculaire, l'effet de l'héparine est toujours là. Et vous êtes obligé d'attendre 12 heures, par exemple. D'accord? Voyez la différence. Les contre-indications, c'est la même. La demi-vie, elle est plus longue. Le risque d'accumulation, c'est en cas où d'insuffisance urinaire.
C'est pour cette raison que pour nous, l'insuffisance rénale, on ne donne pas de l'héparine fractionnée, on donne de l'héparine non fractionnée, l'héparine de haut poids moléculaire, l'héparine à longue chaîne polysaccharidique. La première héparine qu'on vient de voir. L'héparine de bas poids moléculaire, l'héparine de bas poids moléculaire, on ne la donne pas pour l'insuffisance rénale. L'héparine de bas poids moléculaire, on ne les donne pas dans les situations d'urgence, telles que les choc cardiogénique. L'héparine de bas poids moléculaire, on ne la donne pas pour quelqu'un qui a une prothèse mécanique. Attention, l'héparine de bas poids moléculaire, elle est réservée pour les indications de l'héparine, bien entendu, mais en dehors de ces situations. Insuffisance rénale, embolie pulmonaire au sein on n'a rien eu avec choc cardiogénique, valve mécanique, enfin, ce n'est pas les héparines de bas poids moléculaire. Ces héparines de bas poids moléculaire n'ont pas de place si le malade présente une insuffisance rénale, n'ont pas de place si le malade est porteur de valve mécanique, n'ont pas de place si le malade présente un choc cardiogénique. D'accord? Les complications, c'est les mêmes. Peut-être que la thrombopénie, elle est moins. Par contre, la surveillance, on ne surveille pas généralement. Et si on veut surveiller, on surveille l'activité anti-10A. Mais je savais que le réactif qu'on utilise pour l'activité anti-10A, il est très, très cher. Et si jamais, je veux donner l'héparine de bas poids moléculaire pour l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale, il y a le risque de surdosage. Je dois surveiller parce qu'il n'a pas un rein fonctionnel. Et je dois surveiller par quoi? Par l'activité anti-10A. Alors que l'activité anti-10A, je peux réellement la faire, mais ça coûte énormément cher. Ça coûte les yeux de la tête. Donc, de préférence, je ne donne pas de l'héparine de bas poids moléculaire pour l'insuffisance rénale. Pourquoi moi, je suis obligée de doser l'activité anti-10A alors que son réactif, il coûte très, très cher. D'accord? C'est pour cette raison que généralement, les héparines de bas poids moléculaire, on ne les surveille pas. On les donne en fonction du poids et on respecte les contre-indications. Si le malade a une insuffisance rénale, ce n'est pas la peine de lui donner. Parce que si vous lui donnez, vous êtes obligé de surveiller l'activité anti-10A. Mais l'activité anti-10A, son réactif, il est trop cher. C'est clair. Et puis, comme pour toutes les héparines, une surveillance des plaquettes. Une surveillance des plaquettes, elle est obligatoire. D'accord? Parce que si vous ne surveillez pas les plaquettes et que le malade va faire une thrombopénie, ça va rester sur votre conscience. Alors, donc, on a vu la première classe des héparines. Et dans les héparines, il y a deux sous-classes. L'héparine non fractionnée, l'héparine de haut poids moléculaire, l'héparine mère, l'héparine qu'on a connue depuis de longue date, avec une chaîne polysaccaridique longue. Et à côté, il y a les héparines de bas poids moléculaire qui font la même chose, mais on ne peut pas les donner dans toutes les situations. C'est ce qu'il faut savoir. Que la surveillance de l'héparine de haut poids moléculaire non fractionnée de longue chaîne, on doit automatiquement surveiller ce qu'on appelle le corps de céphalocaulaire activé. Par contre, les héparines de bas poids moléculaire, on n'a pas besoin de surveiller. On surveille en cas d'insuffisance rénale. On surveille par quoi? On surveille par l'activité anti-10A. L'activité anti-10A, elle est très chère. Le réactif est très cher. Donc, je n'ai pas besoin de faire ça. D'accord? Il vaut mieux passer à l'héparine non fractionnée. Les antivitamines K. Les antivitamines K, je fais OK. Les antivitamines K. Maintenant, les antivitamines K, ce sont des médicaments qui sont là comme leur nom l'indique. Ce sont des médicaments qui inhibent la formation par le foie des facteurs de coagulation en s'opposant à la vitamine K. C'est antivitamine K. En s'opposant à la vitamine K, et il y a des médicaments il y a des facteurs de coagulation qui nécessitent la vitamine K pour la formation. Ce qu'on appelle les facteurs de coagulation vitamine K dépendants. Et ces facteurs-là, c'est le facteur 2, le facteur 7, le facteur 9 et le facteur 10. Ces quatre facteurs-là nécessitent la vitamine K pour leur formation.
Alors, si je vais donner des antivitamines K, des médicaments qui vont s'opposer à la vitamine K, je vais tout simplement s'opposer à la formation de ces facteurs. Si je vais m'opposer à la formation des facteurs, je ne vais pas agir directement sur la coagulation parce qu'il y a déjà des facteurs qui ont été déjà fabriqués, qui sont dans le sang. Mais si je donne les antivitamines K à partir d'aujourd'hui, je vais empêcher la synthèse ultérieurement. Donc, l'effet, il va apparaître après 3 ou 4 jours. Parce qu'il y a toujours des facteurs qui sont dans le sang. Et il faut d'abord attendre leur élimination. Et puis, si on empêche la formation, c'est là où l'effet anticoagulant va se manifester. Le deuxième avantage, c'est premièrement, ça n'agit pas rapidement, mais il y a un avantage, c'est qu'on les donne par voie féroce. Vous avez vu que quand quelqu'un est porteur de prothèse mécanique, on doit lui donner un traitement anticoagulant à vie. Et s'il doit prendre un traitement anticoagulant à vie, à votre avis, il va faire tous les jours des injections. À votre avis, il va rester à l'hôpital pour lui mettre une seringue électrique? Non. On va lui donner des antivitamines. Et on est tranquille. Ou quelqu'un qui a une fibrillation auriculaire sur une valvulopathie, il a besoin des anticoagulants. Je ne vais pas le condamner à l'hôpital. Je vais lui donner un comprimé à prendre. Eh bien, ce sont les antivitamines. Vous voyez, donc, et ça, c'est un acte. C'est génial de laisser quelqu'un à la maison et lui dire prenez ces médicaments-là et c'est bon, le problème est réglé de la coagulation. Alors, donc, on a le taux de prothrombine qui explore les facteurs, ce qu'on appelle le TP communément, ou l'INR, qui nous permettent de voir l'efficacité de ces antivitamines K. Mais on ne va pas tout de suite doser. Il faut attendre 3 à 4 jours pour commencer à doser l'INR ou bien le TP pour voir est-ce qu'on est efficace ou on n'est pas efficace. Et bien sûr, il y a plusieurs types de antivitamines K. Ce qui se vend ici en Algérie, c'est vous connaissez le 5-30. C'est l'acénofumarol. En France, par exemple, ou bien aux États-Unis, c'est surtout la varfarine. C'est la coumadine. Et la durée de vie de la coumadine, de la varfarine, elle est plus longue que le 5-30. Et bien sûr, il y a une variation entre les sujets. Pourquoi? Parce qu'on inhibe la vitamine K. Mais attention, si le malade apporte la vitamine K d'une autre source, quelle est la source de la vitamine K? C'est l'alimentation. Et s'il va prendre des aliments riches en vitamine K, c'est comme si vous n'êtes pas en train de faire rien du tout. D'accord? Donc, c'est pour cette raison qu'on dit aux malades, attention, vous prenez les antivitamines K, il ne faut pas prendre les médicaments qui sont riches en vitamine K, les aliments qui sont riches en vitamine K. Parce que sinon, vous allez empêcher l'effet anticoagulant. D'accord? Donc, c'est et ça, c'est la discipline du malade. Alors, pour la thrombose veineuse, maintenant, les anticoagulants, on ne les donne pas seulement dans le syndrome coronarien aigu, on les donne là où il y a un caillot sanguin. Les thromboses veineuses profondes, l'ischémie aiguë du membre, l'embolie pulmonaire. Là où il y a un risque de thrombose, on va donner des anticoagulants. Et généralement, la cible, c'est entre 2 et 3. L'idéal, c'est d'avoir l'INR à 2,5. D'accord? 2,5. L'INR, c'est quoi? C'est International Normalized Ratio. C'est-à-dire, c'est le TP, c'est le taux de prothrombine, mais le réactif qu'on utilise, on doit toujours l'ajuster pour que ça soit homogène avec tous les laboratoires. Et si ça devient homogène avec tous les laboratoires, on peut parler de l'INR 2,5 pour tout le monde, ou 3 pour tout le monde, ou 2 pour tout le monde. C'est-à-dire, si vous donnez, je vous donne un exemple, il y a des laboratoires qui vous disent la limite supérieure de pour moi, avec ce réactif, la limite supérieure, c'est 12 ou c'est 13, par exemple, pour la créatinémie. Pour d'autres, ils vous disent que moi, avec mon réactif, la limite supérieure, c'est 10. D'accord?
Donc, ça, c'est pour normaliser et pour rendre standardisé. On donne ce qu'on appelle l'INR, c'est International Normalized Ratio, qui va nous permettre de standardiser, dire qu'on est sur la même piste pour parler le même langage. D'accord? C'est qu'on va standardiser notre TP. Et bien sûr, pour la fibrillation auriculaire, ça dépend des facteurs de risque. Le malade qui a une valvulopathie, on doit anticoaguler. Le malade qui fait une fibrillation auriculaire et qui est hypertendu ou diabétique, on utilise ce qu'on appelle le chat basse. Et puis après, on va voir si s'il nécessite ou pas si le score est supérieur ou égal à 2, on doit anticoaguler. Pour les valves mécaniques, il y a des valves mécaniques qui sont très, très thrombogènes, telles que les valves mécaniques à LF, sont très, très thrombogènes, donc on est obligé d'aller avec de fortes doses et de telle sorte que l'INR soit entre 3 et même 4 pour avoir une bonne anticoagulation. Maintenant, les principales contre-indications, ça reste l'allergie aux produits, l'allaitement, la grossesse, le premier et le dernier trimestre. Pourquoi? Parce que le premier trimestre, il y a le risque tératogène. On peut avoir des malformations du fœtus. Et le dernier trimestre, parce que c'est la délivrance, c'est le risque de l'hématome rétroplacentaire. Et la maman, elle risque même de perdre sa vie et elle risque de faire une hémorragie cataclysmique. Attention. Donc, c'est pour cette raison que les mamans qui sont enceintes, le premier trimestre, on les hospitalise, on fait le relais avec les familles. Et le dernier trimestre également, on les hospitalise, on fait le relais avec les paris. Parce que les paris, on peut l'arrêter à n'importe quel moment. D'accord? Bien sûr, mauvaise observance attendue du patient. Le patient, d'ici, il prend et d'autre part, il prend de la vitamine K par les différentes sources, les tomates, les salades, les laitue, etc. Ça, c'est des sources importantes de vitamine K. Et bien sûr, la femme, quand elle est en phase de procréation, il faut lui dire, parce qu'elle doit se préparer, si jamais elle est enceinte, elle risque d'avoir un fœtus qui est mal tombé. Bien sûr, les effets secondaires, c'est la réaction d'hypersensibilité, réaction cutanées, réaction anaphylactique, l'asthme, etc. Il y a même l'alopécie, l'effet hématologique et le syndrome hémorragique, sans parler de. C'est comme tous les anticoagulants. La surveillance, bien sûr, prévenir le chirurgien dentiste. Vous voulez arracher une dent alors que vous prenez du Syntran. Dites à votre dentiste que je suis sous Syntran. Il vous dit non, monsieur. Arrêtez le Syntran, mettez les parines, contactez-moi quand vous êtes hospitalisé, arrêtez les parines 1 heure de temps, à l'avance, je vais vous arracher la dent. Pas d'injection intramusculaire. Attention, si le malade il est sous traitement anticoagulant, vous faites une injection intramusculaire, vous risquez de faire un hématome des fesses, et ça, c'est terrible, hein? C'est terrible. Faire attention aux aliments riches en vitamine K, tels que les choux, crudités, les amandes, etc. Ça, c'est là. Faire attention à l'alcool, non, pas de l'alcool, parce qu'on est des musulmans, on prend pas d'alcool. Hein. Pas d'automédication. L'aspirine, elle peut potentialiser ça. D'accord? Vous risquez de faire l'hémorragie. Il vaut mieux prendre le médicament le soir et nécessiter bien sûr de contraception chez la femme et la consultation en cas de saignement. Il faut consulter pour le saignement. Il y a d'autres anticoagulants tels que qui sont nouveaux. Ce sont des médicaments qui inhibent directement la thrombine, tels que le Pradaxa, le Dabigatran, mais ça coûte énormément cher. Hein. On n'a pas besoin de faire l'INR, on n'a pas besoin de contrôle. Mais c'est des médicaments qui sont excessivement chers pour le moment. Il y a des malades qui se permettent, il y a d'autres non. Ces indications sont la prévention du risque d'accident thromboembolique et de la chirurgie orthopédique. On les donne même en cas de infarctus valvulaire, mais ils ne sont pas indiqués dans la prothèse mécanique. Ils ne sont pas indiqués si le malade présente une insuffisance rénale. Parce qu'on ne peut pas les surveiller. D'accord? Donc, c'est des médicaments qu'on donne, qu'on ne surveille pas, mais il faut respecter les contre-indications. Il y a également le facteur anti-10A, c'est le Rivaroxaban, c'est le Xarelto, le Tombix qui se vend ici. La boîte, elle fait pratiquement 7000 dinars. C'est beaucoup. Et la boîte, elle tient à peine 20 jours.
C'est beaucoup. C'est excessivement cher, mais attention, les gens qui peuvent se permettre, en dehors des contre-indications, bien entendu, les gens qui peuvent se permettre, ils vont se débarrasser de la surveillance de l'efficacité du médicament. D'accord? Voici donc les anticoagulants. Donc, si je résume, on va passer aux antiagrégants. Si je résume les anticoagulants, c'est quoi? Ce sont des médicaments qui empêchent la formation du caillot de sang et son extension. Mais ça ne dissout pas le caillot sanguin. Ce sont des médicaments, il y a deux grandes classes. Il y a les héparines, il y a les antivitamines K. Les héparines, ce sont des médicaments qui se fixent sur l'antithrombine 3 pour potentialiser l'effet de l'antithrombine 3 et empêcher la formation d'ISA et d'ISA. Et donc, ils vont agir sur cette cascade de coagulation. Et les antivitamines K, ce sont des médicaments qui permettent, bien entendu, d'empêcher la formation des caillots sanguins en inhibant la formation des facteurs de coagulation qui sont vitamino K dépendants.